rapidement, puisqu'il se présentera lui-même, il sera présenté par une autre personnalité que je vais vous présenter. Donc je les présente. Pierre Assouline, vous l'aurez deviné, à votre gauche, qui nous fait l'honneur et l'amitié de revenir en Israël pour nous voir. Pierre Assouline est familier d'Israël et d'ailleurs il vient tout droit de Jérusalem où il était encore hier pour intervenir devant un public nombreux comme ici ce soir. Il est intervenu également ce matin devant un public scolaire très attentif qui était merveilleusement réactif et posait plein de questions comme vous probablement tout à l'heure. Et puis Roselyne Derry, que vous connaissez peut-être également, qui est notre toute ancienne collègue, responsable du livre à l'Institut français d'Israël, et qui a pris la poudre d'escampette quand j'ai pris mes fonctions. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais bon, on l'aime tellement qu'on la rappelle à chaque fois que c'est possible. Et je salue également Stéphanie Soufir, qui a pris la relève avec beaucoup de brio. Et c'est pas chose aisée de Roselyne, et qui a organisé ces rencontres. Et celle de ce soir sera animée donc par Roselyne Derry. Un mot pour vous présenter maintenant Pierre Assouline, s'il en était besoin, parce que je pense que toutes et tous vous le connaissez, mais je pense qu'il est quand même utile de rappeler quelques jalons de son parcours. Pierre Assouline est né à Casablanca. C'est un romancier, un biographe très estimé, très connu, du grand public, notamment, des spécialistes bien sûr, mais pas que, loin s'en faut. On lui doit plus d'une douzaine de biographies qui ont notamment pour héros Hergé, Simenon, Albert Londres, Marcel Dassault, etc., etc., et quasiment tout autant de romans. Pierre Assouline est également journaliste, ancien directeur du magazine Lire, chroniqueur au Monde, critique pour le Nouvel Observateur, critique également au Figaro littéraire et membre du comité de rédaction du mensuel d'Histoire. Il a été chroniqueur radio également pour France Inter, RTL et France Culture. Je parle au passé ou au présent? Ça dépend des jours. Très bien. Je vais parler au présent. Et il est membre de la prestigieuse Académie Goncourt depuis 2012. Il a obtenu en octobre 2007 le prix de la langue française qui récompense, je cite, l'œuvre d'une personnalité du monde littéraire, artistique ou scientifique qui a contribué de façon importante, par le style de ses ouvrages ou son action, à illustrer la qualité et la beauté de la langue française. Sur ces belles paroles de récompense de son œuvre, je laisse la parole justement à nos deux invités. Merci. Merci à Georges Villeneuve, qui est donc le directeur de l'Institut français d'Israël et conseiller culturel près de l'ambassade de France en Israël. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre Assouline. Eh bien, en fait, on ne se quitte plus, puisque nous étions déjà ensemble hier. Et donc, nous allons vous parler aujourd'hui d'un homme un peu particulier. Et avant même de commencer, Pierre, je voudrais juste introduire par un petit extrait. Voilà. Cette soirée de dimanche ne se distingue pas par ses records, mais par ses révélations, au premier rang desquelles celle définitive annonce le miroir des sports en titre d'Alfred Nakache, 18 ans, qui vient de passer avec succès la première partie de son baccalauréat. Il boucle son 100 mètres en 1 minute 2 secondes et 2 dixièmes. Artem l'emporte. Artem,
champion de France du 100 mètres nage libre. Derrière tout grand nageur, il y a un grand entraîneur. Il prend la place du père. 2 armes sont à sa disposition, un sifflet et un chronomètre. C'est même à cela qu'on le reconnaît. Dans ce moment privilégié qui peut durer des heures, le nageur jouit du luxe suprême d'exclure tout le dehors. Mais dès que l'entraîneur s'en mêle et fait entendre une voix gonflée de décibels qui emboîte sa course, c'est un vrai tohu-bohu. Le battement des jambes ne sert pas qu'à te propulser, mais à te stabiliser. Fouette l'eau en levant ta jambe au lieu de la laisser retomber. Travaille, entraîne-toi sans relâche et entraîne-toi encore. Fais tes gammes comme un musicien. Trop raide, travaille l'amplitude. Nage plus lentement en allongeant au maximum les mouvements. Apprends à décomposer les gestes. Effet de ralenti garanti. Spécialise-toi. Il faut choisir sa nage et s'y tenir. Mets des jambes. Sois solide sur ton départ coulé. Et le toucher de l'eau, tu y penses au toucher de l'eau? Ta reprise de nage est trop tardive. Ne laisse pas tes pulsations s'emballer. Tu gagneras en stabilité grâce au mouvement propulsif de tes jambes. Travaille le plongeon de départ et la coulée qui s'ensuit. Et considère le reste comme étant le reste. 50 mètres? Ben ouais, 50 mètres. Le sportif de haut niveau ne finit pas quelque chose, mais poursuit son inachèvement. En cela, Nakache est bien un artiste. Alors j'ai voulu commencer par ces pages-là, Pierre, parce que d'abord elles sont très belles. C'est juste un tout petit extrait. Ça m'a beaucoup frappé en lisant ton livre. C'est toutes ces pages qu'on va retrouver tout au long du livre sur la natation, sur le fait de nager. Le fait de nager, comment Nakache va nager, d'où il part et où il arrive, on va y revenir. Qui est derrière lui? Ses entraîneurs. Ici, on parle de Jean Taris à ce moment-là. Plus tard, ce sera Albin Mainville, on y reviendra. Et donc, qui sont ses entraîneurs? Qui sont toutes ces personnes qui sont autour de lui? Et finalement, la première question, c'est... je crois que quand tu écris cette page, c'est une réjouissance. C'est-à-dire, c'est un véritable plaisir. J'ai rarement lu autant de descriptions, là c'est vraiment un petit extrait, de ce que c'est que nager, de ce que veut dire nager. D'où ma question, elle est toute simple, c'est la première question. Je suis désolée, en plus c'est mon papa, je vous présente. Donc, ma question, du coup, il m'a troublée. Gilbert Guesch, juste devant vous. Donc, ma question, elle est toute simple. Finalement, donc ces descriptions de nage, on parle en effet d'un nageur avec un destin particulier, on y reviendra. Qu'est-ce qui t'a poussé? D'où est venu en fait ce besoin peut-être, je ne sais pas, ce sujet de parler d'un nageur? Ça s'appelle bien Le Nageur, Alfred Nakache. Alors bonsoir. D'abord, je voudrais dire que je suis ravi d'être là, mais pour que vous sachiez d'où on parle, moi, vous savez d'où je parle, puisque je suis écrivain et que j'ai écrit d'autres livres que certains peut-être ont déjà lus, mais vous ne savez pas d'où elle parle, elle. Elle est la nièce d'Alfred Nakache. Bon, c'est pour ça que ce dialogue est très particulier. Alors, je me permets d'ajouter juste une petite chose, Pierre, c'est que dans cette salle, il y a... Nakache, tout le monde s'appelle Nakache. Non, j'ai ma cousine qui est là, j'ai mon cousin qui est là-bas. Nous sommes assez nombreux. C'est une fête de famille. C'est une fête de famille, donc il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Oui, voilà. Particulièrement. En fait, les non-Nakache, vous pouvez rester quand même. Hein. Mais ne vous manifestez pas trop. Alors, j'ai employé le mot sujet. C'est pas un sujet. Pour moi, c'est pas un sujet, c'est pas une idée. Et ça, c'est pour tous les livres. Hein. Tous les livres que j'écris, ni une idée, ni un sujet, ni un thème. C'est un désir. S'il n'y a pas un désir, il n'y a pas de livre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis aperçu avec le recul
environ 35 ou 40 livres, je ne sais pas, que j'ai voulu voir un petit peu comment ça venait à chaque fois. Et en fait, je me suis rendu compte que le processus était à peu près identique. C'est la rencontre entre quelque chose de très ancien et quelque chose de récent. Ce qui est très ancien chez moi, c'est le goût du sport. J'ai commencé à 14 ans et je n'ai jamais arrêté. Donc, ce goût du sport m'est resté et me fait vivre encore aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel, c'est vital. Quand on s'intéresse, quand on pratique le sport depuis toujours, presque 14 ans, et là je vois 14 ans, on s'intéresse aussi à l'histoire du sport. Dans l'histoire du sport français et international, Alfred Nakache, c'est quelqu'un. C'est-à-dire, c'est un nom très important qui est dans les annales de l'histoire du sport, parce qu'il a un palmarès exceptionnel, et voilà, donc ça compte. La deuxième chose, pour parler de ce qui est ancien, c'est que j'ai quelques points communs, pas le palmarès, hélas, bon c'est trop tard, mais j'ai des points communs avec lui qui fait que très tôt, j'ai eu une identification naturelle. C'est-à-dire que les origines, juif d'Afrique du Nord, ma mère est de Beaune, c'est quand même le Constantinois, c'est pas Constantine mais c'est pas loin, hein. Bon. Vous, madame, vous êtes beaunoise. Non, mais vous pouvez rester quand même. Pardon. Et donc, mon père est andorran, enfin, ça crée des liens et ça favorise une identification. Ensuite, quand il est venu en France jeune, pour finir ses études, il a été inscrit au lycée Janson de Sailly. Moi aussi. Quand je suis venu du Maroc, on m'a mis à Janson de Sailly. Et puis, le premier club qu'il a recruté, c'est celui où je nage. C'est le Racing Club de France. Donc, ça crée, oui, une identification, une familiarité. Mais ça ne suffit pas pour écrire un livre. Parce que sinon, d'abord, il y a d'autres champions. Hein. Et puis d'autres champions auxquels on peut aussi s'identifier. La chose récente, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, ça compte, c'est le Covid. C'est-à-dire que j'ai vécu comme tout le monde le Covid et le confinement. Je pense que, outre le fait que ça a changé le rapport au travail, de manière évidente, ça a changé beaucoup le rapport à la mort. Le rapport que nous entretenons tous avec la mort. Parce qu'on a vu tous des proches, parfois mourir, mais des proches aussi hospitalisés, souffrir et revenir. Tout ça a fait que, en lisant des choses, des articles, en regardant des extraits d'archives sur YouTube, ça m'a fait quelque chose, je ne sais pas comment, mais je sais que le lendemain, s'est produit cette étincelle qui fait que j'ai décidé que j'écrivais ce livre. Mais à chaque fois c'est comme ça, et à chaque fois il n'y a pas de raison. Parce que tout ce que je te dis là, Roselyne, ce ne sont pas des raisons. C'est un faisceau d'un certain nombre de choses qui, une fois qu'elles se rencontrent et qu'elles se cognent, produisent finalement un livre. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'écrire un livre, déjà. Et ni même ce livre-là. Mais il y a une nécessité impérieuse. Et avec un désir, oui, sans aucun doute. Alors justement, ce désir d'écrire sur Nakache, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, en fait. C'est un nageur, donc on vient de le dire. Et je pense qu'une des lignes, on va voir, il y en a plusieurs, mais une des lignes du livre, qui vient de ton désir, sans doute, c'est quand même la natation. D'où part ce jeune homme, d'abord cet enfant, qui est né à Constantine un 6 novembre 1915, qui a peur de l'eau. C'est une légende ou pas une légende, mais qui a peur de l'eau quand il est petit. C'était pas que c'est une légende, mais je dis toujours, tous les adolescents ont peur de l'eau. Mais évidemment, quand on devient après champion olympique, c'est bien de dire à tout le monde qu'il a eu peur de l'eau, c'est vrai, mais bon, moi j'ai toujours connu, et quand j'étais tout jeune, on avait tous peur de l'eau. Simplement, quand on est jeté dans l'eau de la piscine et qu'il y a un maître nageur à côté, c'est une chose. Quand on est né au bord de l'Atlantique, comme c'est mon cas, et qu'on est jeté dans les vagues de l'Atlantique, c'est un peu autre chose, parce que ça secoue. Et on peut avoir un peu plus peur. C'est tout. Mais après on s'y fait très vite. Donc il a quand même, je ne l'ai pas lu, mais c'est un peu avant,
il y a quand même un style un peu particulier quand même. Ouais, c'est-à-dire, Pas si tout à fait vous avez orthodoxe. l'occasion, mon livre n'est pas illustré, hein. Bien sûr c'est un récit, il n'y a pas de photo, si ce n'est, très important, la photo de couverture, qui n'est pas anonyme. Il existe beaucoup de photos d'Alfred Nakache. J'avais le choix. Et j'ai même trouvé une photo inédite que j'ai communiquée à la famille d'Alfred à Buchenwald. Ce que hein, tu m'as dit, personne ne la connaissait. À force de faire des recherches, j'ai trouvé cette photo qui est assez forte à l'infirmerie de Buchenwald avec un bandeau sur la tête. Mais on en reparlera peut-être. J'ai mis cette photo-là, je l'ai imposée, d'abord parce qu'elle est belle. Elle dessine un arc comme ça. D'autre part parce qu'elle montre le physique, déjà. Et c'est un physique impressionnant. C'est un homme très costaud, très bien fichu, très baraqué, tout en puissance. Et puis troisièmement, parce qu'elle révèle l'âme et les qualités humaines de ce sportif de haut niveau. Parce que des sportifs de haut niveau, il y en a plein. Il y en a plein. L'histoire du sport en est plein. Mais ceux qui ont des qualités humaines qui les distinguent des autres, ceux-là sont très rares. Bon, j'en connais aujourd'hui dans le sport, hein, français par exemple. Pour moi, Teddy Riner, c'est un sportif à part. Parce qu'il a ces qualités humaines qui le distinguent de la masse. Peut-être, je ne sais pas, Mbappé, oui, peut-être aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent dans le football, c'est qu'on hésite à en parler, parce que ça change tout. Du temps de Nakache, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est même interdit. Ça compte énormément. Et d'autre part, j'ai vu cette photo parce qu'elle montre un homme souriant. C'était un homme souriant, c'est-à-dire un homme qui racontait des blagues dans son équipe, qui mettait de l'ambiance, qui était un bout en train, mais elle montre surtout un homme qui vient de gagner une compétition et qui serre la main de celui qui a perdu. Et ça, c'est un geste sportif. Ce n'est pas évident non plus. Mais vous avez des sportifs qui sont pleins de morgue, qui sont pleins... Bon, ça existe aussi. Voilà. Alors pourquoi je ne sais plus quelle était ta question, comme d'habitude. Oui. On va un petit peu défiler un petit peu les grands moments de ce destin hors du commun. Et c'est vrai, donc c'est important aussi de marquer, il deviendra, tu as dit, champion de France plusieurs fois, recordman du monde, etc. Mais de voir d'où il est parti, en fait. Parce que tu dis son style, si l'on peut dire, est tout sauf gracieux. Élégant, délié, il compense par la puissance de ses bras et de ses cuisses, tout en force dans un grand chaos de gestes et de mouvements, à une époque où l'on se doit d'admirer la glisse des nageurs, leur amplitude et leur souplesse, leur côté poisson. Ça c'est au début. Là. Après ouais. Ça s'est arrangé. Et au début, c'était moi ce que j'appelle une nage foutraque. C'était le balagan en action. C'est-à-dire qu'à telle enseigne que sa première compétition au championnat d'Algérie, il est tout jeune, il a 17 ans, il arrive le premier, il touche le premier. Donc il a gagné, mais on lui dit non, vous n'avez pas gagné. Parce que vous êtes parti dans votre ligne, mais vous avez fini dans la ligne d'à côté. Parce qu'il est tellement emporté par son élan que voilà, donc il va se discipliner, et il va apprendre un peu, évidemment. C'est pas l'élégance qui le caractérise, c'est pas le style, mais il va devenir quand même un styliste. Parce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas être que puissant. Et puis surtout, il faut le savoir, à l'époque, il va briller dans les 4 nages, mais il y a une nage qui était ce qu'on appelait la brasse papillon, la brasse, vous connaissez, hein. Eh bien, on commence à peine à introduire en Europe une variante qu'un Allemand a trouvée, et un Ukrainien aussi, on se dispute, mais enfin c'est plutôt l'Allemand, que Nakache va introduire en France, qui est le papillon, c'est-à-dire ça. Mais il faut attendre 1960 pour qu'il y ait une séparation entre la brasse et le papillon. C'est le comité olympique international qui va séparer la brasse et le papillon, qui n'en faisait qu'un. Mais c'était injuste, parce qu'en papillon, on va beaucoup plus vite qu'en brasse. Et lui, évidemment, il a le physique pour le papillon, et il va gagner beaucoup de compétitions comme ça. Oui, c'est ça. Je ne sais
plus, je ne retrouve plus le nom, mais c'était lorsqu'il parle de ce... C'est pas lui qui a inventé la nage. Non, c'est un Allemand de Blake. Blake, il s'appelait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais la première fois qu'il va essayer de faire ça, il va être aussi disqualifié en fait, c'est pareil. Oui, mais ça c'est normal. La première fois, c'est ça. Oui, c'est lui qui va le lancer. Il va le lancer en France, il va l'imposer en France parce que, voilà, on voit tout de suite la différence entre les deux. C'est énorme. À l'arrivée, c'est énorme. Mais ce n'est pas un livre sur la natation, hein, rassurez-vous. Mais en même temps, c'est un nageur. C'est un nageur. Voilà. Et je voudrais insister sur une chose. Vous avez beaucoup de très grands sportifs, de haut niveau, comme on dit, des champions, qui, une fois qu'ils ont arrêté, parce qu'à un moment on arrête, hein, on ne peut pas être champion à 40 ans, enfin, dans certains sports. Bon, le tennis, Federer, je crois qu'il a été au maximum, et que voilà, et pareillement pour Nadal. Mais il y a des sports, c'est comme la danse, il faut arrêter à 35-40 ans. Bon, eh bien, on observe que beaucoup de sportifs de haut niveau, quand ils arrêtent la compétition et qu'ils prennent un métier, ben ils arrêtent de nager ou ils arrêtent de jouer au tennis. C'est-à-dire que la notion de plaisir, finalement, n'était pas essentielle. Parce que si la notion de plaisir est essentielle, on continue jusqu'à sa mort. On n'arrête pas. Or, chez beaucoup de champions, on s'aperçoit qu'ils nageaient pour gagner, qu'ils jouaient au tennis pour gagner. Pas seulement de l'argent, pour gagner des palmarès, pour gagner des coupes. Et ça, c'est une grande différence avec quelqu'un comme Nakache, qui a nagé jusqu'à sa mort, puisqu'il est mort en nageant, d'une crise cardiaque. Et ça me marque aussi une différence. C'est aussi ta photo, en fait, la photo du début, parce qu'il sourit quand il va plonger, il sourit quand il sort de l'eau, il rit après, puisque c'est vrai que c'est quelqu'un qui riait beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai tenu à commencer avec ça, j'ai tenu vraiment à montrer que c'était un champion, et aussi parce qu'on va le voir avec tous les événements de sa vie, sur lesquels on va revenir tout de suite, ça a une importance capitale. C'est pas un hasard en fait, c'est-à-dire que c'est un nageur, c'est un champion, et c'est le destin qui va permettre de tenir en fait. Donc revenons alors maintenant, donc on disait, tu en parles beaucoup au début du livre, de ses origines, donc Constantine, sa famille, qui a une grande importance aussi, tout au long de sa vie, pas seulement dans son éducation première. Il arrive donc à Paris, avec sa jeune épouse, avec sa jeune épouse, oui. Et donc, il va être... donc là, il va commencer à gagner des compétitions. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On est en quelle année d'abord? Là, début des années 30 jusqu'au début des années 40, il se passe environ 10 ans, pendant lesquels il va être tout le temps champion de France, champion d'Europe, etc. Je ne veux même pas rentrer sur le détail des palmarès. Mais il y a des dates, des moments importants. Premier moment important, pour moi, c'est 1936, les Jeux Olympiques de Berlin. Pourquoi? Eh bien, d'abord, chez les Jeux Olympiques, déjà, c'est pas rien, c'est le summum. Et il est sélectionné, évidemment. Ce qui n'a pas de soi, tout simplement, parce que l'Allemagne a demandé aux délégations de ne pas inclure de juifs dans les délégations, en disant, nous, la délégation, il n'y aura pas de juifs, évidemment. Avec Hitler au pouvoir, ça paraît, ça va de soi. Mais ils font pression sur différentes délégations. La plupart des délégations disent, écoutez, chez nous, il n'y a pas de loi raciale, donc ils répondent comme ça. Il y a une délégation qui va y être sensible. C'est la délégation américaine parce qu'elle est dirigée par Avery Brundage, qui est un homme qu'on a connu par la suite, qui est devenu président du CIO, le Comité international olympique. Et Avery Brundage, avant les Jeux, dans les mois précédents, a été invité 3 fois à Berlin et reçu avec tous les honneurs, etc. Il est totalement pro-nazi. D'ailleurs, il l'a écrit. Il n'a écrit des articles pro-nazi. Ça n'a pas empêché d'être élu, après la guerre, président du CIO. Enfin, c'est une autre histoire. Et donc, Brundage, la veille de la compétition, va voir sa délégation américaine et la réunit et dit
aux 2 nageurs juifs américains qui ont le meilleur temps aux 100 mètres. Hein. Je parle de course à pied, hein, pas de natation. La veille de l'épreuve reine, il leur dit vous ne pourrez pas concourir parce que ça va créer un incident diplomatique. Et, alors que les autres ont tous refusé. Toutes les autres délégations ont refusé. Et lui, il se couche, parce que ça correspond à ses idées, il ne veut pas déplaire à Hitler ni rien. Et donc, il empêche les 2 meilleurs coureurs, parce qu'ils ont les meilleurs temps, parce qu'ils sont juifs, de se présenter au starting block. Et il les remplace par 2 noirs. Parce que c'est 2 noirs qui ont les meilleurs temps juste après les 2 juifs. Et parmi ces 2 noirs, il y a Jesse Owens. Pas de chance, c'est eux qui vont gagner. Et ça va être terrible pour les nazis, et enfin pour Hitler, parce qu'il dit, écoutez, moi je ne suis pas là pour regarder l'humiliation de la race aryenne par des races dégénérées, donc il n'assistera plus aux épreuves à partir de là. Ça, c'est le premier incident. Et Alfred Nakache, évidemment, participe, mais il est sans illusion. Il connaît le niveau mondial de la natation, il sait que les Japonais sont les meilleurs, et qu'après les Japonais, il y a les Américains. Donc lui, il dit, le relais français, on y va, pas pour gagner, pour empêcher les Allemands d'être sur le podium. Et c'est ce qu'ils vont réussir. Et c'est ce que les Allemands ne lui pardonnent pas. D'autant que dans une compétition France-Allemagne, il y a une photo où on voit les Allemands sur le podium avec les Français, et les Allemands font le salut nazi sur la photo. On n'entend pas l'hymne parce que c'est une photo. Les Français restent droits. Il y en a un qui baisse la tête parce qu'il a honte de ce qu'il voit. C'est Nakache. Et cette photo passera dans tous les journaux. Et quelques années après, certains sauront s'en souvenir. Ça, c'est les Jeux Olympiques de Berlin. Pour lui, c'est une prise de conscience. J'oubliais juste un petit peu avant les Jeux Olympiques de Berlin, les premières Maccabiades, ici à Tel Aviv, dans la Palestine du mandat britannique. Nakache est sélectionné. Alors, on lui demande, il dit, bah oui, écoutez, les Jeux Olympiques juifs, ça va de soi. Donc il vient. Il vient tout feu tout flamme pour les tout premiers. Bon, quand il rentre, il n'est plus tout feu tout flamme. Il dit, c'est le balagan absolu chez eux. Franchement, il y en a qui n'avaient pas de chronomètre. Les juges, on se demande parfois, il y en a qui n'étaient pas là. Et il dit, en plus, ils m'ont fait des problèmes. Parce qu'ils m'ont dit, vous êtes français et vous êtes juif. Mais vous n'êtes pas dans un club juif. Parce qu'il y a beaucoup de clubs sportifs juifs en Europe, hein, beaucoup. En Autriche, partout, même à Constantine. Des clubs qui étaient essentiellement juifs. Et on lui dit, mais vous êtes du Racing Club de France, vous êtes du SCUF, du PUC, c'est des clubs français. Il dit, oui, je suis français. Des clubs français. Oui, mais vous n'êtes pas dans un club juif. Il dit, non, mais je suis juif. D'accord, mais vous êtes dans un club français. Bon, bref, il dit, écoutez, vous cassez les pieds. Je crois qu'il est parti un peu plus tôt que prévu, mais il voulait quand même participer. Il dit, l'important, c'est d'être là, c'est quand même historique. Les premières Maccabiades, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'était juste avant les Jeux Olympiques. Et puis, il y a eu les Jeux, et après, il y aura la guerre, et donc la mobilisation en 1940. Il fait la guerre, comme tout le monde, il est mobilisé et démobilisé. Et là, à l'été, non pas à l'été, à la rentrée, en octobre 1940, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce que dans son cas, lui et sa femme, hein, il faut savoir, lui et sa femme étaient bons. Sa femme aussi est une athlète de haut niveau, une grande nageuse, une championne, et comme son mari, elle est capitaine de l'équipe de water-polo féminine, lui aussi. Il adorait le water-polo, parce qu'il s'amuse au moins au water-polo. Alors que quand on nage, qu'on s'entraîne 4 ou 5 heures ou 6 heures par jour, il ne faut pas dire qu'on s'amuse, c'est autre chose. Alors que le water-polo, c'est un vrai jeu, c'est un jeu. Et très éprouvant, mais il adorait ça. Et donc, à l'automne 1940, la question se pose pour eux. Les deux sont, premièrement, dénaturalisés. Abrogation du décret Crémieux. Donc, étant dénaturalisés, ils retrouvent un statut d'indigène israélite. Ce qui est notre cas, beaucoup d'entre nous, le cas de mes parents, de mes grands-parents, etc. Bon, déjà ça, il n'est plus français. Deuxièmement, il n'a plus le droit de nager.
les piscines françaises sont interdites aux Juifs. Comme c'est écrit dans Je suis partout, ces gens-là ne doivent pas souiller l'eau française. Troisièmement, ils sont barrés de l'enseignement et de l'éducation nationale. Ils ne peuvent plus enseigner. Or, tous les deux sont profs de gymnastique. Donc, ils sont virés du lycée. Enfin, lui, il est viré du lycée Janson, par les lois. Donc, ça pose une situation un peu particulière. Et là, il reçoit un appel de Alban Mainville, son entraîneur, qui lui dit « Mais venez tous les deux à Toulouse. D'abord, Toulouse, grand avantage, sans zone libre. Ensuite, c'est près de la frontière espagnole, des fois que. Et puis, vous pourrez, on va vous trouver un enseignement de gymnastique, même privé, même parallèle. Et puis surtout, Toulouse, il y a le meilleur club de natation, les Dauphins du TOEC, qui évidemment vous accueille à bras ouverts, et je serai votre entraîneur. » Ils passent la ligne de démarcation, ils vont à Toulouse. Et là, ça va être... C'est intéressant parce que, même pour moi qui ai beaucoup travaillé sur l'occupation, et beaucoup écrit là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que la situation particulière d'Alfred Nakache montre à quel point l'occupation en France, l'occupation allemande en France, c'est quelque chose d'une grande complexité. C'est pas juste les gentils résistants et les méchants collabos. C'est plus compliqué que ça, pour tout le monde. Et le cas d'Alfred l'illustre parfaitement. Pourquoi? Parce qu'en principe, il devrait s'effacer, comme beaucoup de juifs progressivement le sont par la loi et par tout ce qu'on vient d'évoquer. Or, Alfred continue à s'entraîner, continue à enseigner et continue à gagner. Qu'est-ce qui se passe? Il est triplement protégé. Protégé pas pour lui faire plaisir, protégé parce qu'il est extrêmement populaire, parce qu'il incarne quelque chose. Le premier qui le protège, et ça va vous paraître ahurissant, c'est le ministre des Sports de Vichy. Le ministre des Sports s'appelle Jean Borotra. C'est un grand tennisman. Il a gagné 5 fois la Coupe Davis. C'était un des mousquetaires du tennis français. Le basque bondissant, on l'avait surnommé comme ça. Jean Borotra est pétainiste. Il restera pétainiste jusqu'à la fin de sa vie. Fidèle, pas à l'homme de Montoire, à l'homme de Verdun. Comme beaucoup de Français, pour eux, c'est le maréchal qui incarne le vainqueur de la Première Guerre mondiale. Il y en a eu d'autres, hein. Enfin, eux, pour eux, c'est celui-là. Ça, c'est une première chose. Et ce fidèle du maréchal est donc membre du gouvernement de Vichy. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais organiser une tournée dans toute la France et dans toute l'Afrique du Nord pour montrer que le sport, pour montrer à la jeunesse française que le sport va participer à la Révolution nationale, à la régénération de la France, etc. Parce que le sport, c'est des valeurs de solidarité, etc., etc. Il constitue une délégation de très grands sportifs et il fait d'Alfred Nakache le chef de cette délégation. C'est-à-dire que partout où ils vont, avant chaque démonstration et chaque compétition, il y a le lever des couleurs. Et c'est Alfred à qui on confie le soin de lever les couleurs. Qui est quand même extraordinaire puisqu'il n'est plus français et qu'il est interdit de tout, et c'est lui qui lève les couleurs. Ils vont dans toute la France, dans toute l'Afrique du Nord. Il y a un endroit, enfin 2 villes, où Alfred, partout il est acclamé, tellement populaire. Il y a 2 villes où il reçoit tellement de tomates, d'injures antisémites, d'œufs pourris, qu'il ne peut pas, il doit renoncer à nager. À votre avis, c'est lesquels? Ben, comment vous savez? C'est Oran et Alger. Parce que Alger, il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne savent pas, au début du siècle, le maire d'Alger, Max Régis, était élu sur une liste anti-juive. C'est une époque, les années 30-40, les années 30, avant l'occupation, où à Constantine même, il y avait 3 journaux anti-juifs. Excusez, il ne parlait que de ça. Il faut quand même imaginer l'atmosphère. Donc Oran et Alger, bien sûr, bien sûr. Donc lui, il s'en fiche, il ne nage pas. Ben, il s'abstient de nager juste là.
Mais ceux qui ne savent pas disent quand même incroyable, c'est votre pays, c'est l'Algérie. Il dit oui, mais vous ne connaissez pas l'Algérie. Si vous le connaissiez, c'est les gens de métropole qui disent ça. Si vous connaissiez l'Algérie, vous sauriez que c'est un peu plus compliqué là aussi. Donc le premier qui le protège, c'est celui-là. Le deuxième qui le protège, c'est Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui va publier, pendant les rafles, une lettre pastorale admirable, qui va lui valoir des conséquences terribles, parce qu'il va être boycotté par Vichy. C'est une lettre pastorale qu'il fait lire dans toutes les paroisses, alors que, quand il l'a appris, Laval, président du Conseil, a ordonné au préfet d'interdire la diffusion de cette lettre. C'est une lettre qui dit quoi? Qui dit « Il y a actuellement des rafles en France. On rafle des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants, parce qu'ils sont juifs. Or, vous, qui êtes chrétiens, si vous êtes vraiment chrétiens, il faut que vous sachiez que les juifs sont nos frères. Donc il faut les défendre. Donc il faut dénoncer ces rafles-là, etc., etc. Et ça va être lu partout. Et Monseigneur Théas, archevêque de Montauban, va en faire autant. Lui, donc Monseigneur Saliège, protège aussi Nakache. Le troisième qui le protège, c'est le président de la Fédération française de natation, Drigny. Or, ces trois hommes, il y a un moment où ils ne vont plus pouvoir le protéger. Saliège, parce qu'il a la Gestapo aux trousses. Borotra, c'est encore plus simple. En avril 1942, changement de gouvernement, Laval ne le reprend pas parce que les Allemands ont dit celui-là terminé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Borotra a toujours été germanophobe. Il était anti-allemand, il ne l'a jamais caché, y compris à Vichy. Donc là, quand il y a un deuxième gouvernement, allez, out. Il va être d'ailleurs déporté dans des conditions confortables, dans un château en Allemagne, assigné à résidence. C'est quand même un ancien ministre de Vichy. Mais tout de même, il est mis hors de combat, si je puis dire. Et le troisième, le président de la Fédération de natation, il est maintenant sous surveillance, parce qu'il va y avoir, à l'été 1943, un faux pas, c'est comme ça. En l'été 1943, les championnats de France, à Paris. Le champion en titre, depuis des années, c'est Nakache. Et lui, il dit, je ne peux pas y aller, je n'aurai jamais d'Ausweis pour traverser la France. Donc je suis désolé, mais je reste à Toulouse, je ne peux pas y aller. Alors à ce moment-là, ses camarades, les nageurs de Toulouse, disent à la fédération, on a déjà délocalisé 2 fois ce championnat de France. Une fois à Lyon, une fois je ne sais plus où. Et si on le faisait à Toulouse? Et la fédération, pressée par la Gestapo, qui était derrière, dit on ne peut pas, c'est Paris ou rien. Et à ce moment-là, chose extraordinaire, tous les nageurs de Toulouse se solidarisent avec Nakache et boycottent l'événement. Les championnats de France ont lieu à Paris, mais sans les champions. Donc ça perd complètement sa substance. Ça fait scandale, la presse collabo tire un boulet rouge sur Nakache en disant c'est de sa faute. S'il n'avait pas fait ça, eh bien on ne serait pas là. Ça fait encore un scandale. Mais à partir de là, le président de la fédération, il a la Gestapo à sa porte, ne peut plus rien se permettre. Et là, Nakache sent que c'est le moment de partir. Peut-être un peu tard. Peut-être que c'est facile à dire aujourd'hui. C'est très facile. On va quand même, il faut savoir que l'occupation, à partir de 42, de novembre 42, du débarquement allié en Afrique du Nord, il n'y a plus de zone libre, de zone occupée, il n'y a plus de ligne de démarcation, et surtout, il y a une radicalisation, à partir de janvier 1943, de la répression. C'est-à-dire que la répression devient intense. Que les rafles d'otages dans les rues, tout simplement, deviennent de plus en plus répétées. Des exécutions d'otages de plus en plus lourdes. Là, quand je dis que c'est un peu tard, mais c'est facile à dire encore une fois aujourd'hui. Un peu tard par rapport à cette crispation et surtout cette répression dont tout le monde est témoin. Tout le monde sait qu'il y a des otages et qu'ils sont exécutés. Et tout le monde aussi a vu qu'il y a des rafles
à Paris. Et là, ça fait prendre conscience aux Français que ce qui se passe est vraiment très grave. Parce que jusque-là, pour les Français, pour la majorité, et on le sait par les rapports des préfets, qui sont un vrai sondage in vivo, les deux problèmes, c'est un, quand est-ce que rentreront les prisonniers, et deux, qu'est-ce qu'on va manger? C'est ça les problèmes. Hein. Il ne faut pas non plus croire que les gens sont obsédés par la situation de ceux qui sont raflés, etc. C'est après, un peu plus tard, que ça va venir. Ça n'empêche pas, pendant cette période qui devient très compliquée pour Nakache, son activité clandestine. Ah oui, c'est important. Tu as raison, oui. c'est important. C'est-à-dire qu'à Toulouse, c'est, les gens ne le savent pas, mais c'est quand même le centre de la résistance pour le Sud. On parle toujours de Lyon. C'est vrai que Lyon est une capitale de la résistance, mais Toulouse, c'est pour le Sud. Et il reçoit la visite de deux groupes différents. Le premier, c'est un de ses amis nageurs, qui s'appelle Fouché-Créteau, qui est un grand nageur, qui lui dit « J'aimerais te présenter mon frère ». Il dirige un petit réseau qui s'appelle les Légions Anti-Axe. Ce petit réseau, ils ne mettent pas des bombes, ni rien. Ils font de la propagande auprès de la population française pour leur dire à quel point l'occupant est dangereux et à quel point il faut se tenir à distance de l'occupant. Donc ils distribuent des tracts, des petits journaux, de redéotés, etc. Et ils demandent à Nakache de faire partie de ce groupe. Et il accepte. L'autre groupe qui vient le voir, c'est un peu différent. Un soir, il a un gymnase qu'un mécène a mis à sa disposition et dans lequel il enseigne parallèlement la gymnastique. Et un soir, 3 hommes viennent le voir. Voilà, on voudrait vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, écoutez, moi, le premier, celui qui parle pour le groupe, il dit « Je m'appelle Maurice Ferrer. On est un petit groupe, etc. » Alors, Nakache le laisse parler, il tourne autour, là, le laisse parler. Et une fois qu'il a fini, il dit « Écoutez, vous vous moquez de moi. Vous ne vous appelez pas Maurice Ferrer, vous vous appelez Abraham Polonsky. Et vous êtes ingénieur à Toulouse. Je sais, qu'est-ce que vous croyez? Toulouse, c'est un village, tout le monde se connaît. Et lui, c'est David Knut, celui qui est à côté de vous. Bref, ce sont les trois, et ceux qui ont créé la main forte. La main forte, qui est le premier groupe de résistance purement juif à Toulouse. Comment tu le dis en hébreu? Yad Hazaka. Yad Hazaka. Et alors il dit d'accord, qu'est-ce que vous... Nakache leur dit écoutez, c'est pas la peine de me raconter avec des faux noms, etc. Je sais qui vous êtes. Vous êtes juif, ça me suffit. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, on a des recrues qui ont 18 ans, des jeunes juifs de 18 ans, toulousains et même de la région. Ils ne savent pas se battre, ils ne se sont jamais entraînés, ils n'ont jamais tenu un fusil. On voudrait que vous les entraîniez dans votre gymnase pendant quelques mois, et après, on les enverra dans le maquis. Et c'est ce qu'il va faire. Parallèlement à ça, il faut savoir que, et ça c'est un petit peu le fil conducteur de mon livre, la popularité, les palmarès exceptionnels de Nakache font qu'il y a quelqu'un qui en prend ombrage dès le début, dès les années 30, c'est un certain Jacques Cartonnet, grand champion. Mais sur le plan humain, zéro. Et cet homme qui est exactement l'inverse d'Alfred Nakache. Il est le négatif dont Alfred Nakache est le positif, à tout point de vue, humain, etc. Il méprise ses camarades, il ne vient jamais à l'entraînement. Il est même arrivé de ne pas venir à une finale, alors qu'il était finaliste, sans même prévenir la fédération, ce qui est très mal vu et très mal pris. La fédération fait un communiqué pour dire c'est antisportif, ça ne se fait pas. Eh bien, cet homme, Jacques Cartonnet, à la fin des années 30, il est rentré au PPF de Jacques Doriot, qui est un parti fasciste. Et donc, sous l'occupation, il entre dans la milice. Et quand il vient à l'entraînement à la piscine, à Toulouse, il vient en tenue de milicien, avec un flingue sur le côté. Et en plus, la nuit, étant donné qu'il a une responsabilité à la milice toulousaine, il dirige la section sportive de la milice toulousaine, il participe avec des groupes, évidemment violents et armés,
aux spoliations de magasins juifs de Toulouse. Je retrouvais aux archives de la Haute-Garonne la liste de tous les magasins qui ont été spoliés, et tous les propriétaires juifs de magasins qui ont été spoliés, et les entreprises arianisées, comme on disait. Donc tous les noms qui sont dans le livre sont des vrais noms des gens qui ont été spoliés. Et lui, il participe, pas tellement pour ramener de l'argent à la ministre, mais pour se ramener de l'argent à lui, ce qui est assez affairiste. Bref, cet homme délicieux va être celui qui va très certainement, on n'a pas les preuves physiques, matérielles, mais il y a un tel faisceau que très certainement dénoncer Nakache à la police française et à la Gestapo. Alors vous allez me dire, mais dénoncer quoi? Tout le monde sait que Nakache est juif, et tout le monde connaît l'adresse de Nakache. Il va le dénoncer pour ses activités de la résistance. Ce qui fait que quand les Allemands arrivent, ils viennent en disant on vous arrête pour propagande anti-allemande. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, ce qui n'est pas faux. Mais ils arrêtent aussi évidemment sa femme et sa fille. Et là, je précise dans le livre une chose qu'on ne précise jamais dans les livres sur la guerre, sur l'occupation. Quand on arrête un juif, on arrête toute sa famille avec lui. On n'a jamais arrêté, évidemment, la famille d'un résistant. On n'a jamais arrêté des nouveau-nés ou des petits, des adolescents, enfants de résistants, parce que leur père avait posé une bombe ou parce que leur père avait fait dérailler un train. Et quand il s'agit de juifs, on arrête toute la famille et on emprisonne et on déporte toute la famille. C'est une grande différence. Ça change tout. Donc il y a cette phrase qui... on parlait peut-être un peu plus rapidement, en fait, pour essayer d'arriver justement sur cette question que tu évoques à l'ouverture du livre, cette question de ce Jacques Cartonnet. On en a reparlé hier un petit peu, c'est vrai que il reste un doute. Il reste un doute, il y aura toujours certainement un doute. Mais moi, c'est pas nécessairement une conviction, une intime conviction, c'est pas la question qui n'était pas. Oui. Mais ayant fouillé dans des archives que personne n'a été voir, les archives du procès de Jacques Cartonnet, donc les interrogatoires de la police, le dossier du magistrat instructeur, c'est toujours passionnant une instruction, parce qu'un magistrat instructeur, il fait des interrogatoires de plein de gens, et tout le monde a été interrogé à la Libération, y compris Nakache quand il est rentré. Et tous ces gens témoignent à l'époque. C'est pas une reconstruction de la mémoire longtemps après. Et les pièces sont accablantes, plus toutes les pièces sur les spoliations, les exactions, etc. Tout ce qu'a fait ce Cartonnet. Il a un dossier comme ça. Mais c'est vrai que vous trouvez, il y a même son numéro de matricule d'indicateur à la Gestapo. Il était enregistré, immatriculé à la Gestapo de Toulouse. Bon, on comprend pourquoi il a été condamné à mort par contumace. Et pourquoi il s'est sauvé. Et pourquoi il n'est jamais rentré. Il aurait été exécuté. Jusqu'en 52. Après 52, il y a l'amnistie, donc c'est un peu différent. Donc il n'y a pas là, le papier disant j'ai dénoncé. Mais il y a les rapports de police disant il a dénoncé. Mais voilà. Mais on... Il a dénoncé à la fois un résistant, un juif, et aussi quelqu'un qui prenait tous ses records. Puisque avant l'arrivée de Nakache, ils ont 50 différences. Hein. Il a 50 plus que Nakache. Avant l'arrivée de Nakache, champion de France en brasse, notamment, c'était Jacques Cartonnet. Qui est il ne faut pas lui enlever ça, c'est un grand champion. Mais c'est aussi humainement... Ils sont arrêtés. Voilà. Paul, elle s'appelle Paul Elbaz. Enfin, Paul Nakache, né Elbaz. De Constantine également. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Ils ne sont jamais quittés. Et Paul et lui sont arrêtés. Et c'est là qu'un des miliciens, je ne sais pas lequel, dit il manque quelqu'un. L'enfant. Or, par prudence,
parce qu'ils avaient essayé de passer en Espagne, hein, quelques semaines avant. Mais comme la petite pleurait, ils n'ont pas voulu mettre en péril les autres qui passaient avec eux. Et Nakache a dit non, on ne va pas les mettre en péril. La petite fait trop de bruit, il y a des patrouilles tout le long de la frontière, ils sont rentrés chez eux. Et donc là, il y a un milicien qui dit, il manque quelqu'un, la petite. Donc ils avaient planqué la petite Annie chez les sœurs, au couvent. Il a fallu une enquête de 2 jours à la police pour trouver le lieu et aller arrêter la petite et la mettre avec ses parents. Donc prison Saint-Michel à Toulouse, Drancy, et de Drancy à Auschwitz. Enfin, à Pichipoy, comme on disait à Drancy, puisqu'on ne savait pas que c'était Auschwitz. Et là, je voudrais raconter, c'est parce que il y a une chose qui m'a souvent frappé. Il y a beaucoup de récits sur la déportation dans les camps. Mais tous ces récits, que ce soit Primo Levi, Robert Antelme, Imre Kertész, beaucoup de ceux qui sont partis de France, je les ai pratiquement tous lus. Et puis aussi, j'ai interviewé énormément d'anciens déportés. Pas seulement d'Auschwitz, de beaucoup de camps. Parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Lutetia, dans lequel voilà, je les ai beaucoup fréquentés et amicalement et historiquement, si je puis dire. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages. Et j'en ai lu beaucoup. Ce qui me frappe toujours, c'est que on dit, voilà, ils ont fait le voyage de Drancy à Auschwitz en train, et quand ils sont arrivés, c'est l'horreur. Mais on ne raconte jamais le voyage, qui est déjà une horreur. Et moi, j'ai voulu essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé. Et à force de chercher, je suis tombé, parce que je veux que les choses soient exactes, sur une thèse de doctorat de l'université de Bordeaux. Donc j'ai retrouvé la personne qui a fait la thèse, et je lui ai demandé de me l'envoyer. Une jeune femme qui s'appelle Nina Vinograd, qui était étudiante, et qui a choisi de consacrer une thèse de doctorat d'histoire au convoi numéro 66 de janvier 1944, au départ de Drancy à destination d'Auschwitz. 1200 personnes. Alors je l'ai contacté, je lui ai dit d'abord, j'ai pas lu, vous allez me l'envoyer si vous voulez bien, voilà ce que je fais. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez... C'est quand même un drôle de sujet de thèse, de doctorat, le convoi numéro 66. Elle me dit, parce que ma grand-mère était dedans. Bon, ça suffit. Elle me l'a envoyé, et là, je rends hommage à son travail, à un travail qu'elle a fait, elle a tout retrouvé. Tous les noms, tous les témoignages, toutes les étapes, absolument tout. Et en lisant cette thèse, je me suis dit, il faut que je raconte en détail dans mon livre ce voyage, parce qu'on n'en parle jamais. Imaginez 3 jours et 2 nuits debout. Déjà ça, je me suis dit, j'aurais pas tenu. J'aurais pas tenu. Qui c'est ? Des gens qui sont, comme nous tous, qui ont un métier, qui travaillent, etc. Et pratiquement, du jour au lendemain, si on accepte la parenthèse de Drancy, sont arrachés de leur vie quotidienne pour se retrouver debout dans un wagon, à 70 ou 80 dans chaque wagon, debout, par moins 20 degrés, parce que janvier 44, il fait très froid en Europe. Et en Allemagne et en Pologne, encore plus froid qu'en France. Et ils sont donc debout, tellement à côté les uns des autres que ceux qui meurent restent debout, tenus par les autres, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, si ce n'est la neige qui fond et qui passe par le haut, que c'est difficilement respirable et qu'il y a au milieu un bac pour faire ses besoins devant tout le monde. 3 jours et 2 nuits. Moi je me dis, je ne sais pas si j'aurais tenu. Mais déjà ça, on comprend une chose, c'est que quand ils arrivent enfin quelque part, et qu'ils sentent qu'ils sont arrivés, ils sont soulagés. Ils arrivent à... Ils ne savent pas que ça s'appelle Auschwitz, mais ils arrivent, ils sont soulagés. Parce qu'on va ouvrir enfin les portes, on va respirer, on va voir le jour et on va mieux respirer. Mais ce soulagement dure 60 secondes.
Parce que dès l'ouverture, c'est les chiens qui aboient, c'est les gardes SS qui hurlent, et c'est les miradors qui leur envoient, parce que c'est la nuit, la lumière sur la figure, et c'est le spectacle de déportés, en tout cas de gens en pyjama rayé, qui n'arrêtent pas de courir et qui leur prennent déjà leur bagage. Et là, c'est aussi une réalité que ne perçoivent pas les gens, parce que j'en parle souvent avec dans des conférences, tout ça, les gens n'imaginent pas. D'abord deux choses. La première, j'ai mis beaucoup de noms de gens qui étaient dans le wagon. Je n'allais pas remettre 1200 noms, ça n'a pas de sens. Donc j'ai fait une sélection. J'ai tenu à ce qu'il y ait parmi eux aussi des noms à consonance séfarade, juste pour rappeler aux gens que ce n'est pas, hélas, un massacre ashkénaze. Ça concerne tous les juifs. Quand la police raflait les juifs, elle n'avait aucune notion de ce que c'est que les ashkénazes et les séfarades. C'est vrai que les ashkénazes, hélas, en majorité, constituent la majorité de la déportation, mais il suffit d'aller au mur des noms de rue Geoffroy-Lanier au mémorial des déportés à Paris, et quand vous regardez les noms, ben, c'est facile d'identifier un très grand nombre de noms séfarades, judéo-espagnols ou d'Afrique du Nord, c'est évident. Donc ça, c'est la première chose. J'ai tenu aussi à mettre un nom en particulier, les deux frères Born, le père d'Elisabeth Born, et son oncle, ex-Braunstein, qui non seulement a fait le voyage avec Alfred Nakache, mais qui est resté avec lui à Auschwitz et qui est rentré avec lui en France. 5% de l'ensemble du convoi est rentré en France. 5%. Et la troisième chose sur laquelle je voulais insister, que les gens ne savent pas. 90% des gens qui ont été déportés à Auschwitz n'y sont jamais entrés. Ils ont passé 2 heures en tout et pour tout. 90%. Ils ont été sur la file de gauche. Quand il y a la séparation sur la Judenrampe dès le départ, Nakache tout de suite est reconnu. Et puis en plus, il a un tel physique, on lui dit, bon, ouais, c'est bon pour le travail. Et l'officier SS sait très bien qui c'est. Les SS adorent le sport, savent très bien qui est Nakache. Celui qui les a humiliés. Donc file de droite. Et puis, file de gauche pour sa femme. Et là, d'après ce qu'on sait, c'est aussi dans cette thèse, parce qu'elle a eu beaucoup de témoignages. C'est ça, tous ces gens sont morts aujourd'hui, mais il y a 10 ans, ils pouvaient témoigner. Il dit, Nakache dit, mais ma femme, c'est une sportive, regardez le physique qu'elle a. Elle est prof de gym, elle aussi elle peut travailler. Et il me dit, non, file de gauche. Elle a la petite à la main. Et ça, c'est fil de gauche. Donc lui, il ne va pas savoir ce qui va se passer. Il est sur un fil de droite, mais pendant les 16 mois qu'il passera au camp, jusqu'à son retour en France, il n'a pas de nouvelles. Et il pense qu'elles sont encore vivantes. Il n'a aucune nouvelle. 16 mois, dont un an pile, à Auschwitz-Birkenau, c'est-à-dire un complexe industriel de 3 camps. Au départ, il est à Auschwitz, comme tout le monde, il travaille dans des conditions atroces, pendant quelques mois, et heureusement, très vite, on sait que le grand champion Nakache est parmi nous. Et à Monowitz, qui est le 3e camp, celui où il y a l'usine Buna, une usine qui fabrique du caoutchouc, très important. Dans ce 3e camp, il y a une personnalité médicale strasbourgeoise, le docteur Robert Weitz, à qui on a confié l'hôpital ou le révier. Parce que le mot hôpital, c'est un grand mot. Hein. Le révier, c'est infirmerie. Parce que l'hôpital, vu qu'ils n'ont rien, appeler ça un hôpital, c'est quand même un peu énorme. Et le docteur Weitz demande au commandant du camp d'adjoindre à son équipe, qui est constituée, quelqu'un d'Auschwitz I, qui s'appelle Alfred Nakache. Et on lui dit, mais pourquoi vous voulez ce type-là? Parce que j'ai besoin de lui. Il le fait muter à Monowitz. Et là, il lui dit, je sais bien que vous n'êtes pas médecin comme les autres, mais j'ai besoin
ici, au Révier, on ne peut pas soigner tout le monde. On ne peut pas guérir tout le monde. On peut juste soigner et guérir ceux qui sont les moins mal en point, qui ont un espoir de vivre. Alors, vous allez être utilisé pour une chose, pour soulager les gens. Vous allez être masseur kinésithérapeute. Parce qu'en tant que professeur de gym, vous connaissez le corps humain, vous savez ce que c'est, et on n'a pas de masseur kiné, et ce serait idéal que vous le soyez. Parce que vous allez soulager les gens qui souffrent, et pour lesquels on n'a pas de médicaments, et on n'a même pas de traitement. Et c'est ce qu'il va faire pendant 1 an. Ce qui n'empêche, même si c'est un régime un peu privilégié, ce qui n'empêche, que c'est quand même le camp et que c'est quand même l'horreur. Primo Levi était dans ce groupe à Monowitz. Il était chimiste, hein. Il était chimiste. Il était dans ce groupe-là également. Et d'autres encore. Georges Wellers, qui va être l'un des fondateurs du CDJC, à l'origine du mémorial de la Shoah à Paris. Georges Wellers, qui était médecin ou biologiste, était là aussi. Pour la petite histoire, ça aussi c'est le genre de détail que j'aime bien relever, parce que j'aime les détails voilà. Quand il y a eu le bombardement d'Auschwitz, au moment de la libération du camp par l'armée rouge, il y a eu des bombardements alliés. À ce moment-là, tout le monde partait dans tous les sens. Et Nakache voit le docteur Weitz, sous les bombardements, sortir, comme tout le monde, du baraquement, parce que c'est ça qui était visé en premier, et il le voit s'accroupir sur la cour et protégé comme ça, accroupi. Et il se dit, mais il a dû trouver un enfant, et il doit protéger un enfant d'un bombardement. Et il est là accroupi. Et une fois que les bombardements cessent, Alfred va vers lui et il dit, docteur, je peux vous aider, c'est qui? C'est qui? Et à ce moment-là, Weitz se relève, c'était le microscope. Parce qu'il faisait des recherches sur les virus et les maladies transmissibles dans le camp, entre déportés. Et il faisait des notes, toute son équipe, il avait tout noté. D'ailleurs, je vous le signale, il a ramené toutes ses observations, toutes ses notes, et c'est devenu un livre qui a été édité après la guerre à Strasbourg, à la faculté de médecine de Strasbourg. Voilà, il va passer donc 1 an dans ces conditions, et là, moi j'ai découvert une chose que j'ignorais, c'est qu'à Auschwitz, il y avait du sport. On faisait du sport. Les Allemands adoraient ça, et notamment la boxe. Il y avait pas mal de champions juifs de différentes disciplines, notamment de boxe, dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Et notamment, il y avait un juif tunisien très connu qui s'appelait Young Peres, enfin Victor Haïm dit Young Peres, qui était à Auschwitz, qui est tout de suite devenu copain, évidemment, avec Nakache, pour les raisons que vous imaginez. Et Young Peres, ils ont construit, les SS ont construit une salle d'entraînement pour la boxe avec tout le matériel. Et ils organisaient des matchs de boxe entre des gardes SS en pleine forme et des boxeurs juifs à moitié affamés. Et Young Peres a remporté ces combats, mais à la fin, quand il y a eu l'évacuation d'Auschwitz et qu'il y a eu la marche de la mort, c'était une loque. Il ne pouvait plus. Je veux dire, il pesait 30 kilos, 32 kilos, il était complètement... et il est mort pendant la marche de la mort, dans les bras de... Je dois dire, Pierre, que les pages que tu consacres à cette période sont, je ne sais pas si le mot est juste, mais sont d'une précision. Et ça m'a interpellée parce que dans toute ton œuvre, peut-être dans Lutetia, je ne crois pas que tu aies écrit aussi précisément et aussi longuement. Les noms sont vrais, mais je vais te dire, oui. Je suis très précis par principe, mais je suis encore plus s'agissant de la Shoah. Parce que aujourd'hui, il y a encore des rescapés, des témoins, et malgré ça, il y a des négationnistes. Et quand il y a encore des gens qui peuvent montrer un tatouage, il y a encore des gens pour le nier. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 ans, 5 ans, quand ce ne sera plus le cas? Donc, il faut mettre des vrais noms, il faut être précis, il faut être inattaquable.
inattaquable quand on parle de ça. Parce que c'est, je veux dire, on se prépare à un avenir compliqué, hein. Oui, compliqué. Tout à fait, tout à fait. Donc vraiment, je vais le relever. On ne peut pas tout parler de tout. On va essayer d'arriver aussi à la partie de retour. Donc on a bien compris que sa femme et sa fille ont été assassinées immédiatement, en fait. Et il ne saura que très après. Il a toujours espéré les revoir. Il était à la gare de Toulouse, Matabio, voilà, tous les matins pendant une semaine avec un de ses frères. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'on lui dise, mais vous savez, à Paris, l'hôtel du Tessia a fermé, enfin la Croix-Rouge a fermé les installations à l'hôtel du Tessia depuis septembre 1945. Donc c'est pas la peine d'aller à la gare. Et du coup, parce que je pense qu'il y aurait des questions, donc pour ça je vais garder un tout petit peu de temps pour les questions, parce que c'est vrai que c'est très prenant en fait. Et je voudrais simplement lire ce petit morceau pour revenir à Albin Mainville, le rôle qu'il a joué après. Et il faut comprendre ça, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pesait dans les 90 kilos en fait, avant à peu près. 84 kilos. Et quand il est parti, et quand il est rentré, il avait 42 kilos de moins. Mais entre les deux, juste une parenthèse, oui. En fait, quand il est arrivé à Buchenwald, il a tout de suite dit, ici c'est le confort. Et tous ses amis ont ri en disant, ben oui, ils disent tous ça. Ceux qui arrivaient d'Auschwitz trouvaient que Buchenwald, c'était presque une sinécure. Parce que, voilà, j'ai retrouvé une chose que ma famille ne connaissait pas, c'est la photo, une photo de lui, donc à l'infirmerie de Buchenwald. Et là, on voit qu'il commence à reprendre. Et en même temps, il écrit dans un cahier, il dit, j'ai honte, j'ai un corps de petit garçon. Et c'est vrai qu'il y a des petites épaules étriquées, enfin bon, il est méconnaissable. Sauf la tête, le regard, qui est un regard plein de résolution, de détermination. Voilà. C'est pas seulement d'avoir survécu au premier voyage, d'avoir survécu à 1 an à Auschwitz, d'avoir survécu à la marche de la mort, qui est quand même une épreuve pour tout le monde. C'est 70 km dans le froid, dans la neige, sans manger, avec le risque d'être massacré sur place si on tombe. Je veux dire que... Oui. Ce que tu écris là, il y a quelque chose en lui de brisé qui le dépasse. Pour retrouver ses esprits, il lui faudrait d'abord retrouver son corps. Car il ne veut plus marcher à l'ombre de celui qu'il était. Or, un homme peut l'aider à habiter à nouveau son corps d'homme et de sportif, le récupérer, puis se le réapproprier. Ne plus le tenir à distance, tant il lui fait honte. S'en rendre à nouveau solidaire, lui apprendre à ne plus le trahir. Cet homme est le père de substitution de tant de nageurs, son entraîneur. Depuis son retour, Alban Mainville voit Alfred se recroqueviller. Ses amis craignent que ne s'efface la créature sociale en lui. Un tel repli l'éloignerait à jamais des bassins. Or Mainville en est persuadé, cette retraite prématurée le tuerait à petit feu. Où puiser la force? Dans la piscine, répond l'entraîneur. À croire que l'eau purifie jusqu'aux ténèbres intérieures. Encore faut-il en convaincre l'intéressé pour que l'impulsion vienne de lui. Ce qu'on fait pour vous, mais sans vous, on le fait contre vous. Nager pour ne pas couler. Et on revient au départ. C'est pour ça que ça m'a paru tellement important. On comprend, en fait. Oui, on comprend. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, et dont je ne me permets pas, comme ce n'est pas un roman, mais un récit, je n'invente rien, cette nuit à Toulouse, où il est au fond de sa dépression, où ses frères sont là depuis des semaines en lui disant il faut recommencer comme avant, il faut repartir, etc. Et il n'y arrive pas. Où ses amis sont là, où les nageurs toulousains viennent tous les jours à la maison. Tout ça, c'est à Toulouse, hein, avec une famille de nageurs, des Jani, qui sont des champions aussi, qui l'aident énormément. Et malgré tout ça, il n'y arrive pas. Et on peut comprendre pourquoi. Et Alban Mainville lui dit ça. Lui dit, voilà, maintenant c'est entre tes mains. Si demain tu ne reviens pas à l'entraînement, comme avant la guerre,
tu es mort pour la natation, mais tu es mort pour la société aussi. Parce que tu vas t'enfoncer dans cette dépression et tu ne pourras jamais en sortir. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à ce moment-là, qui a vécu tout ça? Moi, je ne me permettrai pas de le dire parce que j'en sais rien. Mais je sais que le lendemain, il retourne à la piscine avec le corps qui est le sien, qui n'est plus le même qu'avant. Il va recommencer à nager 4, 5, 6 heures par jour, à s'entraîner. 6 mois après, il est champion de France. 1 an après, il est champion d'Europe. 3 ans après, il est aux Jeux Olympiques de Londres. Il est né en 1915. Donc, il a la trentaine. Mais quand il est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres, il a 32 ans. 32 ans. Il sait une chose, il ne se raconte pas d'histoire. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement, comment dire, lucide. Hein. C'est quelqu'un à Buchenwald, je fais cette parenthèse, à Buchenwald, à l'infirmerie où il a aussi été muté. Au moment où les Américains ont libéré Buchenwald, il a empêché, autant qu'il le pouvait, ses camarades de partir, en disant « Ne partez pas. Si vous partez sur les routes, vous allez vous écrouler. » Et ceux qui restaient, il leur disait « Ne mangez pas les rations des Américains, que les Américains vous proposent. Surtout ne les mangez pas, mais parce que votre estomac a perdu l'habitude de manger. Il faut y aller tout doucement. » Alors que beaucoup se sont jetés sur la nourriture et en sont morts. Donc, c'est ce côté responsable, lucide. Eh bien, quand il va à Londres, sélectionné, il dit à Alban Mainville, j'y vais, mais il ne faut pas rêver. En face de nous, ils ont 18 ans, ils sont en pleine forme. Hein, et donc, il ne faut pas croire que... Et puis, les Français n'ont aucune chance. Pourquoi? Mais parce que pendant 4 ans, les piscines n'étaient pas chauffées en France. Donc, l'entraînement était très difficile. Au même moment, aux États-Unis, au Japon, on n'avait aucun problème pour nager dans une piscine à la température convenable. Parce qu'un nageur ne rend sa pleine puissance que dans une piscine avec une température particulière. Donc, ça, c'est lui. Il dit non, moi, j'y vais pas pour gagner, encore que je vais aider mon relais à gagner ce relais. J'y vais pour être présent. Parce que c'est ça la revanche, s'il y a revanche. C'est-à-dire montrer au monde que les nazis ont perdu. Alors, juste parce qu'il nous reste encore une toute petite, à mon avis, vraiment très peu de temps, il y a encore une ligne qu'on a évoquée tout à l'heure, on ne s'est pas appesanti, donc c'est cette éventuelle dénonciation, ce Jacques Cartonnet, et comme je te l'avais déjà dit, en fait, je pense que c'est une ligne très forte, c'est une ligne de force dans le livre que tu as écrit, puisque c'est quand même l'ouverture, en fait, du livre. Donc, très rapidement, mais je pense qu'après ça fera l'objet justement d'une discussion à mon avis, ça sera pour faire ça. Donc il se trouve à Rome, je ne sais pas l'année en fait, exactement, mais c'est... Voilà. Si je le revois, je le tue. Des années qu'il le dit. Le rapproche témoigne de cette colère qui n'explose qu'en privé. Pas du genre à fanfaronner et moins encore à clamer un désir de meurtre. Rien d'une vengeance ruminée et encore moins préméditée. Dans l'entourage et dans le milieu, on sait ce qu'il y a entre eux, bien plus qu'indifférent. 2 morts, sans sépulture. Il faudrait juste éviter que les chemins des 2 champions ne se croisent. L'un est miraculeusement revenu du royaume des morts, l'autre est un mort en sursis. 2 coéquipiers que la compétition a rendus rivaux. 2 adversaires dont l'histoire a fait 2 amis, Alfred Nakache et Jacques Cartonnet. Donc, je passe un petit peu. Il va se retrouver, en fait, cette introduction, en fait, c'est le premier chapitre du livre de Pierre Assouline. Donc, il va se retrouver par hasard à faire une compétition donc à Rhodes dans les années 50. Et puis, au moment de partir, par hasard, il voit la plaque qui est écrite sur la piscine, sur le mur de la piscine, et qui marque que le directeur de cette piscine est Jacques Cartonnet. Parce que ce Cartonnet s'est sauvé avec les collabos à Sigmaringen, et de Sigmaringen, quand l'armée d'Afrique
dans laquelle mon papa était. Quand Armée d'Afrique a libéré la campagne de Provence, l'Italie et l'Allemagne, Strasbourg et l'Allemagne, ils ont, cartonné, s'est sauvé, comme beaucoup de collabos, depuis Sigmaringen, à travers le réseau des couvents italiens, qui ont caché en disant « nous, on cache les persécutés ». Ouais. Il y a persécuté et persécuté quand même, hein. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. On cache les persécutés et on n'a pas vu sa trace. Et puis, Interpol a lancé un mandat d'extradition. Son procès a eu lieu par contumace à Toulouse. Il a été condamné à mort. Donc Interpol a lancé un mandat. 2 ans après, ils mettent la main dessus. Ils affrètent un petit avion avec 2 policiers italiens pour l'amener à Paris. Et ils mettent le menottes. Au moment du décollage, il se lève, il donne un grand coup d'épaule dans la porte et il se met à courir sur la piste et il s'évanouit dans la forêt. Et on perd sa trace. Ça, c'est lui. Et on ne retrouvera pas sa trace. On ne sait même pas quand il est mort. On sait qu'il est mort, mais même l'état civil italien n'a pas pu dire exactement la date de sa mort. C'est son biographe qui me l'a dit. Il a écrit tout un livre sur cartonné. Il m'a dit, même ça, on n'arrive pas à le savoir. Mais en tout cas, il est mort dans son livre. Et donc il y a ce passage qui poursuit. Si je le revois, je le tue. Le type de promesse que l'on se fait à soi-même. Un doux dans son genre, bienveillant, maître de ses nerfs. La haine et tout ce qui s'y rattache lui sont étrangers. Même pas sûr que l'autre mérite son acharnement. Ce serait faire trop d'honneur à un salaud. Mais on le comprend, Alfred. Sa colère, il l'a canalisée depuis des années dans la compétition. Ni oubli, ni pardon. Il n'est pas indispensable d'être chrétien pour pratiquer le pardon des offenses. Il y a plus de noblesse dans l'indulgence que dans la vengeance. Se venger d'une offense, c'est se mettre au niveau de son ennemi. Passer outre, c'est se placer au-dessus de lui. Une offense, peut-être, mais un crime. On ne peut mettre offenseur et persécuteur dans le même sac. Donc la fin, il y a encore de très beaux passages sur cette question du pardon, mais je voudrais très beau, mais je voudrais justement parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Non, je voulais dire que on s'aime beaucoup, Roselyne et moi, on est indifférents. On est indifférents, et c'est intéressant parce que moi, malgré ce qu'elle a dit là, je maintiens que pour Alfred, vis-à-vis des Allemands, c'est le pardon, mais pas l'oubli. Parce qu'il y a une scène à la fin qui se passe avec des Allemands, etc. Et là, c'est tout le débat que Vladimir Yankelevitch a lancé après la guerre, avec un livre intitulé « Pardonner, point d'interrogation ». Et Roselyne pense que c'est ni le pardon ni l'oubli. C'est ça, hein? Voilà. Mais elle a sur moi l'avantage d'avoir connu son groupe. À la fin, non, je dirais que c'est un sujet qui nous occupe d'ailleurs souvent en famille, en fait, cette question-là. Peut-être que nous n'avons pas la réponse après tout. Peut-être que nous ne savons pas. C'est quelque chose de beaucoup trop intime. On sait très bien que Alfred, comme nous l'avons connu, comme notre oncle, c'est-à-dire beaucoup plus tardivement, tous ces événements-là, ne parlait jamais, d'abord, de ce qu'il avait vécu, absolument jamais, et donc encore moins allait-il nous parler de ce qu'il aurait, oui ou non, ou pas du tout pardonné ou oublié, c'est clair. Donc moi, je pense qu'il y a un doute. Et ce qui m'étonne un peu par rapport à notre différent, c'est que tu le dis, c'est que tu l'écris. C'est pas moi l'écrivain, c'est toi. Et tu écris ça, tu écris... sauf que, alors je ne dis pas tout, hein, sauf à supposer que ce maudit cartonné n'est peut-être pas vraiment coupable, que la conscience est tyrannique, avec ses oscillations, ses ruses et ses échappatoires. Et si ce n'était pas lui? Alfred quitte le stade nautique sans se retourner. Tant qu'il y aura un doute, si je le revois, celui qui a tué les miens, ou que mon nom l'étouffe,
Je pense que la réponse, en tout cas, elle est dans ce qu'on a commencé à lire, et que j'espère que tous qui êtes ici allez lire ce magnifique livre, c'est ce qui se passe après, à son retour. Je crois que c'est là la réponse. C'est dans ce vers de Célon que tu mets en exergue. Si tu veux dire juste à le citer. Pour moi, c'est très important parce que c'est mon poète de chevet, Paul Celan, qui est le plus grand poète de langue allemande de la seconde partie du XXe siècle, et qui était juif, qui a été déporté dans un camp de travail à 15 ans, qui a perdu ses parents dans la Shoah. Et cet homme est vraiment l'homme qui domine la poésie allemande de l'après-guerre, et qui a fait un travail sur la langue allemande extraordinaire pour la truffer du yiddishisme, d'hébraïsme, pour modifier la langue et lui donner une force et une noblesse qu'elle n'avait pas. Ça, c'est presque la revanche, ça. C'est une revanche magnifique. Bon, je lis tout le temps du Paul Celan en allemand et en français. Et il y a un verbe, parce que Paul Celan ne donnait pas de titre à ses poèmes, mais le titre, c'était le premier mot. Et il y a un poème qu'on appelle Stehen. Et Stehen, je voulais absolument mettre le mot parce que je trouve qu'il correspond parfaitement à Alfred Nakache. Stehen signifie trois choses en français, mais tout est dans un seul mot en allemand, Stehen. Tenir, au sens de tenir bon. Se tenir, au sens de rester digne dans l'épreuve et dans l'infortune. Résister, au sens de résister à tout. Tenir, se tenir, résister, en allemand, Stehen. Eh bien, Alfred Nakache, c'est ça. Sa vie illustre ça. Je crois que c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup, Pierre. C'est bien. Justement, si vous résistez, mais est-ce qu'il y a, on peut prendre peut-être vraiment deux questions, je crois, parce que je crois qu'il est un peu tard. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Bonsoir. Quand Nakache revient de Buchenwald en fin avril 45, il est dans la presse française une star. Il est pratiquement peut-être le seul survivant dont tous les journaux parlent, des communistes à la presse de droite. Il est vraiment... Oui, non, mais quand je parle de son retour, il est interviewé et sa photo dans tous les journaux. Ce que je voulais vous demander, c'est, par la suite, est-ce qu'il a exploité, utilisé sa notoriété pour parler de la Shoah, pour expliquer la Shoah? Est-ce que dans les interviews, il y faisait allusion, ou bien est-ce que, vous l'avez dit dans la famille, un silence total? Alors, et pourquoi? Je vais vous répondre. La première chose, après la guerre, tout le monde s'est tu parce qu'il n'y avait personne pour entendre. Pratiquement. Je fais ça en une formule, mais je vous assure, je les ai beaucoup interviewés. Vous en avez dans votre famille, dans vos familles, sans aucun doute. Au début, les gens ont voulu parler, je ne parle pas de Nakache, je vais en parler. Les gens ont voulu parler et ils se sont rendus compte qu'on ne voulait pas les écouter, d'abord parce que c'était affreux, c'était trop triste, et ensuite parce que les gens disaient, bon maintenant, ça y est, on revit. Et puis nous aussi, on a vécu des choses terribles, il a fait très froid à Paris, on n'a pas mangé, etc. Sans voir que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voulait raconter. Et donc la plupart des déportés que j'ai interrogés m'ont dit, on voulait parler, mais il n'y avait personne. Alors, on s'est tu. Et la parole s'est à nouveau délivrée à partir des années 70. Là, on voit depuis 20 ans, 30 ans, beaucoup d'anciens déportés qui vont dans les écoles. Mais c'est relativement récent. Ça fait 20-30 ans. Avant, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Heureusement, ça s'est ouvert. Bon. Nakache, quand il est rentré, c'était pas le genre ni à raconter, ni à fanfaronner, ni à ramener à soi, etc. Les Toulousains ont supplié de faire une conférence. Ils ont loué le plus grand théâtre-cinéma de Toulouse, qui s'appelait Les Variétés. 1200 places. C'était archi plat. Il était seul sur la scène, derrière une petite table. Il a parlé pendant 2 heures.
quand il est sorti, il y a un lycéen qui lui a dit « J'étais fasciné par ce que vous avez dit. Quand est-ce que vous allez parler encore et où ?» Et Nakache lui a dit « J'allais plus. » Il s'y est tenu. Il n'a pas donné des interviews là-dessus. Un soir de Shabbat à Constantine, il a pris sa mère de côté, à l'abri des autres, et il lui a parlé toute la nuit. Il a raconté toute la nuit. Et puis, plus jamais. Plus jamais. Donc, c'est pas quelqu'un qui est allé... vous voyez ce que je veux dire? Pour répondre à votre question, ni s'en est servi par rapport à sa gloire, ni il s'est servi de sa gloire pour porter un message. Il s'est fermé. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Et ce qui peut se comprendre très bien. Ça correspondait aussi à sa pudeur, à sa discrétion. C'est pas quelqu'un qui se mettait en avant. Il aurait pu, parce qu'il aurait pu être héroïsé par ça. Je suis un survivant, je suis un rescapé. Mais non seulement c'était pas lui, mais même, je vous dirais, c'était pas l'ambiance de l'époque. Vous savez ce que c'est que l'ambiance de l'époque? Je vous donne un détail que je n'ai pas lu. Un jour, j'ai participé à une émission quand Lutetia est sorti. Ça a coïncidé avec l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. On m'invite à une grande émission à TF1 avec Simone Veil. On fait l'émission. L'émission était dure. Pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis d'un jeune philosophe qui lui dit à un moment, croyant bien faire, vous ne vous sentez pas coupable d'avoir survécu? Elle l'a explosé. On sort de l'émission, on sort de France 2, il pleuvait énormément, moi je n'avais pas de taxi, rien, on m'a dit écoutez, moi j'ai un taxi, j'ai un chauffeur, je vous dépose. Et comme il y avait des embouteillages dans Paris à cause de la pluie, on est resté 1h15, 1h30 dans le taxi. Et je lui dis, alors on a parlé de tout ça, évidemment. Je lui dis, vous avez la réputation d'être dur quand même. Hein. Il m'a dit, ben oui, vous savez, j'ai vécu des choses. Je dis, oui, je sais. Mais vous êtes dur. Il me dit, oui, je suis dur. C'est mon caractère. Ben oui, c'est comme ça. Mais je lui dis, ça vous arrive jamais de fendre l'armure, comme on dit. C'est-à-dire, lâcher un peu. Elle me dit, ça m'est arrivé une fois. Une seule. Et à ce moment-là, elle se met à me raconter. Elle me dit, j'étais jeune magistrate, donc ça doit être dans les années 60 à peu près, quelque chose comme ça. Et c'était l'été, il faisait très chaud. Et on a été invité en Allemagne à un congrès de magistrats. Elle me dit, pour moi, c'est pas un problème d'y aller. J'y suis allé. Et puis à la fin du congrès, il y a eu un cocktail à l'ambassade de France. J'avais une petite robe à manches courte, parce qu'il faisait très chaud. Et puis, au cocktail, j'étais avec un ou deux magistrats et des diplomates de l'ambassade de France. Et pendant qu'on parlait, l'un des diplomates a pris ma main, il a regardé et il a dit « C'est votre numéro de vestiaire ?» Alors j'ai dit « Mais comment vous avez réagi ?» Elle m'a dit « Je suis allé aux toilettes pour pleurer. » Mais elle dit « Après ça, jamais plus. » Alors, vous comprenez que j'ai un caractère un peu trempé. Elle a dit dans une autre émission, pour expliquer le silence de l'après-guerre, mais le silence après le discours, on ennuyait. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je pense qu'on va remercier Pierre Asselineau.